On va aller, en Guinée, Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, on va parler du coup d'État qui vient de se passer et tirer les leçons. Je vais vous faire quelques analyses de ce qui est en train de se passer en Guinée-Bissau. Et moi, je reste persuadé que la situation au Togo va se décanter d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment ça va arriver, je ne suis pas le bon Dieu. Celui qui court aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé. C'est lui qui va partout. C'est lui qui va donner des garanties partout. Il est rentré de l'Angola, il est reparti. On ne sait pas où il est allé pour le moment. Je vais regarder un peu la direction de son avion. Je sais qu'il est rentré, il est rapidement reparti. C'est lui qui court dans tous les sens. C'est pas les Togolais qui courent, c'est lui qui sent venir un danger, qui est en train de clôturer tout le Togo, qui est en train d'ériger les barrières, qui veut mettre le pays dans une prison à ciel ouvert. C'est lui qui monte les fortifications pour se protéger. C'est lui qui fait ça. Donc, c'est pas les Togolais qui courent dans tous les sens. Ça veut dire que c'est lui qui sent qu'il y a un danger qui arrive. Donc, les Togolais doivent rester sereins et comprendre que la seule chose que nous devons faire, c'est de continuer par lutter, sensibiliser, conscientiser les gens. Et un jour, la solution viendra. Il y a toujours une solution qui viendra d'une manière ou d'une autre. Il faut y croire. Moi, je suis plus que serein. Je suis tranquille parce que je sais que cette bataille-là, le peuple va la gagner forcément. Donc, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas voir des images et piquer une crise, tomber malade, dire oui, ah voilà, il est allé ici, vous voyez. Non. Et c'est ce que je vais vous démontrer tout à l'heure. Je vais vous démontrer tout à l'heure que dans la zone CEDEAO, il s'est passé des phénomènes que les gens n'ont pas observés depuis un certain temps. Et ce sont ces phénomènes-là qui continuent. Et ce sont ces phénomènes-là qui débouchent parfois dans certains pays sur les coups d'État. Il y a des gens qui ont pris des pouvoirs en Afrique, parfois avec un coup de pouce, soit de la France, soit de d'autres pays. Et c'est des gens qui étaient fiers d'être dans la CEDEAO, avec ses forces et ses faiblesses, ses bêtises dans les pays, et qui brandissaient la CEDEAO comme l'une des organisations la plus avancée, qui était dans les conférences. Et au bout d'un mandat, au deuxième mandat, c'est des gens qui au deuxième mandat, ont commencé par dire, ah oui, la CEDEAO ne peut rien nous imposer, la France ne peut pas nous dire, il faut partir au bout de 2 mandats, et ils ont commencé par être des panafricains. Je reviendrai sur le panafricanisme aussi après. Aujourd'hui que les yeux des gens sont en train de s'ouvrir. C'est des gens, quand on leur rappelle les textes auxquels ils ont adhéré tranquillement, ils commencent par dire oui, non, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Nous sommes libres, nous sommes souverains, on doit faire ce que nous voulons dans notre pays. Et donc, Faure Gnassingbé a commencé en s'opposant au protocole additionnel de la CEDEAO. Et pourtant, c'est la même CEDEAO qui avait installé Faure Gnassingbé au pouvoir au Togo, au prix de 1000 morts. C'est la CEDEAO qui avait imposé par tous les moyens Faure Gnassingbé à la tête du Togo au prix de 1000 morts et qui a validé toutes les élections frauduleuses au Togo. Mais lorsque Faure a senti que plus tard, le protocole additionnel de la CEDEAO allait être un boulet pour lui, il a commencé par contester de l'intérieur la CEDEAO. C'est-à-dire, l'individu, le petit serpent est devenu un gros serpent, il a commencé par s'opposer à ceux qui l'ont fabriqué. Donc, il a commencé par bouder un peu la CEDEAO. Donc, ils ont commencé par contester le protocole additionnel à Accra. En 2000, je ne sais plus quoi, en 2008, avec la Gambie de Yaya Jammeh. C'était les 2 pays qui restaient. Le protocole additionnel, c'est le protocole qui faisait la limitation de mandats et tout au niveau de la CEDEAO, qui voulait harmoniser les mandats dans la CEDEAO à 2 mandats. Donc, le Togo s'est opposé. La Gambie de Yaya Jammeh s'est opposée. Entre-temps, Yaya Jammeh est tombé. Mais après, Ouattara a rejoint le camp de Faure. Ouattara aussi ne voulait pas. Après, Macky Sall aussi avait des velléités. Et ensuite, c'était Alpha Condé. Alpha Condé est une fabrication de bout en bout de la France. La FEANF, exil de 30 ans en France, professeur dans les universités françaises, Panthéon, je ne sais pas quoi, Sorbonne, une fabrication totale de la France. Et c'est la France qui a mis Alpha Condé à la tête de la Guinée. Parce que aux élections de décembre 2010,
C'est pas Alpha Condé qui a gagné. C'était Cellou Dalein Diallo qui a gagné ces élections. Mais la France, quand Alpha Condé avait ses amis de la gauche, au pouvoir en France avec Bernard Kouchner et tout ça, et Bolloré derrière, et ils ont tout fait pour, au deuxième tour, inverser les résultats avec la complicité de la francophonie, avec un général, je pense que c'est un général malien ou quoi qui était là-bas. Ils ont inversé. Moi, j'ai des amis qui étaient des observateurs là-bas. Ils m'ont raconté comment ils ont bidoué les résultats et ils ont imposé Alpha Condé comme président. C'était une manière pour la gauche française de récompenser un de leurs pions pendant longtemps comme Alpha Condé. Donc, ils ont sacrifié Cellou Dalein Diallo et ils ont mis Alpha Condé président, alors qu'il n'était pas véritablement le vainqueur. Donc, Alpha Condé prend le premier mandat. Il était tout le temps dans les bras de la France, de Hollande et tout ça. Il vient au deuxième mandat. Et à partir du deuxième mandat, il sait qu'il va modifier la Constitution à la fin de son deuxième mandat. Il commence par critiquer un peu la CEDEAO. Il commence par envoyer des pics à la France en disant oui, nous devons faire ce que nous voulons dans nos pays. On ne doit pas exiger que nous fassions 2 mandats parce que quelque part, du côté de la France qu'il a fabriqué, ils avaient commencé par lui dire mon frère, après le deuxième mandat, il faut partir. Il ne voulait pas. Donc, il a commencé par critiquer. Et il a commencé par être dans la posture du panafricain, du chef d'État panafricain. Il a dit oui, nous on est des panafricains, on ne doit pas nous imposer quoi que ce soit, nous sommes souverains. Et donc, à partir de ce moment-là, Alpha Condé a commencé par nouer d'autres amitiés. Il a commencé par aller en Turquie, en Chine, en Russie. Et il commence par dire oui, nous sommes en train de diversifier nos partenariats. On doit avoir des partenaires. Nous sommes libres d'avoir plusieurs partenaires. Et donc, il a utilisé ça, ce panafricanisme l'a frelaté pour se soustraire de la pression de la CEDEAO et de la pression plus ou moins de ses amis français qui lui disaient de partir pour aller nouer d'autres relations pour garder le pouvoir. Et c'est comme ça qu'il a opéré en bouchant les oreilles sans modification constitutionnelle pour prendre le 3e mandat. Malheureusement pour lui, il y avait un légionnaire que lui-même il a fait venir, Doumbouya, qui un matin est allé le cueillir comme un petit poussin. Et donc, quand Alpha Condé a été cueilli par Doumbouya, et étant déjà en froid avec la France, et même avec certains de ses amis africains, aujourd'hui il est où? Il est en Turquie, parce que c'était ses derniers amis qu'il a fait venir en Guinée. Il est en Turquie et c'est Erdogan qui a accepté l'accueillir avec des conditionnalités. Il ne doit pas trop bavarder et il est tranquille là-bas. Aujourd'hui, il ne peut même plus remettre les pieds en France où il a passé 30 ans de sa vie ou 40 ans de sa vie. Ça, c'est Alpha Condé. Écoutez très bien l'analyse que je suis en train de faire. Faure est rentré dans la même logique. À partir du moment où Faure a mis dans sa tête qu'il va s'éterniser au pouvoir, il a commencé par contester de l'intérieur les dispositions de la CEDEAO. La CEDEAO qui a fabriqué Faure Gnassingbé. Donc, lui et son ministre des Affaires étrangères, ils ont commencé par dire oui, on ne doit pas nous imposer ce que nous devons faire. Les peuples sont libres de choisir leurs dirigeants. On est des panafricains, on est des souverains. Ils ont commencé par à envoyer des signaux comme ça. Et après, il y a eu les coups d'État qui sont venus dans les pays du Sahel. Et quand les coups d'État sont venus dans les pays du Sahel, Faure a trouvé l'occasion d'emballer ces gens-là et de créer son projet que vous avez aujourd'hui en face. Donc, ils ont commencé par dire oui, nous sommes souverains, on doit diversifier nos relations. Et aujourd'hui, dans cette diversification des relations, des opportunités pour garder le pouvoir, Faure se retrouve dans les bras de Poutine. Et de l'intérieur, il conteste la CEDEAO, mais il garde un pied dans la CEDEAO, il met un autre pied dans l'AES. Et Ouattara a fait pareil. Maintenant, Embalo, on va parler d'Embalo tout à l'heure. Embalo, vous savez que la Guinée, c'est un narco-État. C'est un pays où il y a eu une dizaine de coups d'État depuis l'indépendance. C'est quand même le pays de Amical Cabral. Le Cap-Vert et la Guinée, c'est le PAIGC de Amical Cabral, un très grand panafricaniste. Mais la Guinée-Bissau est un narco-État. Et même le Togo a énormément de relations. Il y a des rapports qui montrent qu'il y avait beaucoup de drogue qui transitaient par la Guinée-Bissau, qui arrivaient au Togo et tout ça. Il y a des réseaux comme ça, des interconnexions. Donc, Embalo, qui était aussi très chaud au niveau de la CEDEAO, parfois même pour condamner ceux qui ont fait les coups d'État, comme les pays du Sahel, qui étaient dans tous les sommets, qui faisaient le zigoto. Quand il a senti venir qu'il était à la fin, presque à la fin de son deuxième mandat, il a commencé par contester la CEDEAO de l'intérieur. Il a commencé par dire oui, la CEDEAO ne doit pas nous imposer les choses. C'est-à-dire, tous ces gens
qui ont bien commencé leur mandat, leur premier mandat, ils étaient des toutous dans la CEDEAO, comme les Fonds Yassibé, ils étaient dans la CEDEAO. Deuxième mandat, ils étaient, à partir de la fin de leur deuxième mandat, ils ont commencé par contester l'institution de l'intérieur, parce que l'institution cherchait à harmoniser la limitation de mandat. Alors, qu'est-ce que Ambalo fait? Ambalo, il veut aussi servir tout le monde, comme Ford est en train de le faire aujourd'hui. Donc, tantôt tu le vois dans les bras de Macron, il est en France, il joue les trucs, il marche sur les Champs-Élysées, il marche comme ça, il fait comme ça, il met les trucs sur la tête. Et tantôt, tu le vois, il est en Turquie, tantôt, tu le vois chez Poutine. Et au niveau de la CEDEAO, il a commencé par contester. Et la dernière mission que la CEDEAO a envoyée en Guinée pour demander à Ambalo de respecter la Constitution et de quitter le pouvoir, vous allez voir comment Ambalo a chassé cette mission de la CEDEAO. Technique. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a menacé d'expulser une mission politique envoyée par la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, selon une annonce faite dimanche par le bloc régional. Les médiateurs ouest-africains dépêchés pour apaiser les tensions politiques ont quitté le pays tôt le matin du 1er mars après avoir été confrontés à ces menaces. La controverse porte sur la date de fin de mandat présidentiel d'Embalo, entamé en 2020, qui a exacerbé les tensions dans un pays au passé marqué par des coups d'État militaires. L'opposition politique soutient que son mandat aurait dû prendre fin la semaine dernière, tandis que la Cour suprême de justice a fixé la date au 4 septembre, selon un communiqué daté le samedi et signé par le chef des médiateurs régionaux. La mission a élaboré un projet d'accord pour organiser les élections législatives et présidentielles et a commencé à le présenter aux parties prenantes pour approbation. Cependant, le contenu précis du projet n'a pas été détaillé. La mission ouest-africaine prévoit aussi de soumettre à la commission de la CEDEAO, dirigée par Oumar Ali Touraï, un rapport incluant une proposition de feuille de route pour des élections inclusives et pacifiques en 2025. Embalo lui avait annoncé le 23 février que les élections présidentielles et législatives auraient lieu le 30 novembre 2025. La délégation de la CEDEAO était à Bissau du 21 au 28 février. Alors, en février, la CEDEAO dépêche une mission politique en Guinée-Bissau pour rappeler à Embalo non seulement les tests de la CEDEAO, mais la nécessité de respecter la constitution bissau-guinéenne. Mais comme Embalo savait qu'il allait modifier la constitution, lui qui était à tous les sommets de la CEDEAO, qui était content il a même présidé le sommet de la CEDEAO. C'est Embalo qui a été président de la CEDEAO 2023 quand ils ont pris les sanctions contre le Mali, tout ça, c'est Embalo, je pense qu'il était président. Embalo s'est retourné contre la CEDEAO et il a chassé la mission politique de la CEDEAO en disant que la Guinée est un pays souverain et que eux, ils n'avaient pas de leçons à recevoir de la CEDEAO. Il a humilié la mission et il a chassé la mission de la CEDEAO. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait déjà diversifié ses relations. Il était sûr que, en mettant les œufs dans plusieurs paniers, rien ne lui arriverait. Exactement comme Ford est en train de le faire aujourd'hui. Alors, parce que la mission est arrivée du 26 au 28. Mais le 25, Embalo était chez Poutine. Regardez. Le président de la Guinée-Bissau est arrivé à Moscou, en Russie, pour une visite d'État. Umaro Sissoco Embalo s'est entretenu avec Vladimir Poutine, président de la Russie. Au cœur de leur discussion, des sujets cruciaux allant de la coopération bilatérale à des enjeux internationaux et régionaux majeurs. Les échanges entre les deux chefs d'État se sont multipliés ces derniers temps. L'année dernière, les échanges commerciaux entre la Russie et le continent africain ont continué à croître et ont augmenté de 10%. Cependant, les relations commerciales et économiques entre nos pays requièrent certainement une attention particulière de la part des deux parties. Et j'espère vraiment que nous pourrons nous mettre d'accord pour qu'elles prennent de l'ampleur. Il y a de bonnes bases et de bonnes opportunités ici, et beaucoup de nos entreprises montrent un intérêt croissant à travailler sur votre marché. Ces entretiens interviennent alors que la Russie poursuit ses efforts pour tisser des liens avec les pays d'Afrique. Nous sommes des partenaires sûrs, certains. Donc, aujourd'hui, je me trouve ici, sur le président, pour réaffirmer
ce lien d'amitié qu'on a entre le peuple russe et le peuple bissau-guinéen. Cette relation fraternelle qui a toujours existé. La visite d'Embalo en Russie intervient alors que l'opposition menace de paralyser la Guinée. Voilà, et Embalo, bras dessus avec Vladimir Poutine. Et il va là-bas et il dit qu'avec la Russie, c'est un partenariat sûr. Ça veut dire qu'avec les autres, c'était un partenariat sûr. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que comme il sait qu'il allait opérer un coup de force dans son pays, il va se mettre sous la protection de Poutine. Ça ne vous rappelle pas quelques images il y a quelques jours? Ce que vous avez vu là. Ça ne vous rappelle pas quelques images il y a quelques jours? Ça ne vous rappelle pas quelques images il y a quelques jours? Je vous laisse faire vos analyses. Ça ne vous montre pas quelques images il y a quelques jours? Et donc, en allant se mettre dans les bras de Poutine, il pensait se mettre sous un parapluie atomique. À partir de ce moment-là, il pouvait faire n'importe quoi dans son pays sans que personne ne réagisse. Et assurer que Poutine est leur sauveur dans ce monde, il s'est permis de faire ce qu'il a voulu faire ces jours-ci en truquant les élections et malheureusement, personne ne l'a protégé. Alors, je fais cette analyse pour vous dire que c'est pas parce que quelqu'un va aller saluer Poutine ou va aller mettre en gage un de nos biens qui appartient à tous les Togolais que nous devons nous décourager, que nous devons dire oui, ah voilà, il est parti chez Poutine, on ne peut plus avoir le changement. C'est ça même qui va être le déclic. Voilà. Donc, je suis parti de l'exemple d'Alpha Condé pour arriver au cas de Embalo, pour vous dire que la Russie n'a jamais protégé personne. Ils sont pour les intérêts. Peut-être les nouveaux militaires ils vont même encore aller en Russie. Les nouveaux militaires qui viennent de prendre le pouvoir en Guinée-Bissau, peut-être qu'ils vont aller même en Russie pour continuer les mêmes choses avec Poutine. Donc, c'est pour ça qu'on dit les individus ne sont pas grand-chose pour les États. Bachar el-Assad était sous la protection de la Russie avec des bases militaires. Mais, et donc, les deux pays en Afrique qui ont une véritable expérience de la Russie, c'est la Guinée-Conakry et un peu le Bénin. Depuis qu'il y a eu ces effervescences de panafricanisme où les gens disent oui, vive la Russie. Vous avez vu un seul Guinéen, Guinée-Conakry, brandir un drapeau russe. Ils sont ceux qui en Afrique connaissent mieux les Russes que tout le monde. Les Russes sont d'ailleurs là-bas depuis 1958. Ils exploitent des mines. Vous savez qu'il y a plusieurs entreprises russes qui exploitent des mines en Guinée-Bissau depuis 60 ans. Ils n'ont jamais développé le pays. Je dis tout ça pour vous montrer que, qu'ils soient russes, français, américains, israéliens, ils sont là pour leurs intérêts. C'est pas parce qu'on quitte un pour aller se mettre sous la protection de l'autre qu'on va garantir un pouvoir à vie. Et je vous ai toujours dit, nous sommes des patriotes. Je n'aime pas utiliser le terme nationaliste parce que ça a des connotations. Nous sommes des patriotes. Et les patriotes, c'est des gens qui protègent leur pays d'abord. C'est des gens qui s'opposent à ce que on brade les ressources de leur pays à des puissances étrangères, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Au Togo, je suis celui qui a fait le plus de dossiers sur Bolloré. Dimanche, j'en ferai encore. Je suis celui qui a fait le plus de dossiers sur Bolloré et sur les entreprises françaises. Dimanche, j'en ferai encore. Aujourd'hui, vous allez voir comment les gens vont manipuler l'opinion. Le 8 décembre prochain, si des Togolais sortent dans la rue pour contester le pouvoir de Faure, les gens vous diront que c'est parce que Faure est allé en Russie que la France manipule les gens.
Alors que la France n'a jamais. La France est l'un des premiers, les toutes premières puissances à soutenir Faure Gnassingbé depuis la nuit des temps. Et les Togolais combattent le régime Gnassingbé depuis 63. Donc, les Togolais n'ont pas besoin qu'une puissance soit derrière eux pour combattre les Gnassingbé. Mais vous allez voir que ceux qui manipulent l'opinion vont dire prochainement, ah oui, c'est parce que Faure Gnassingbé est parti en Russie qu'on est en train de manipuler les gens pour contester son pouvoir, alors que son pouvoir est contesté depuis 20 ans. Par les Togolais qui n'ont pas besoin qu'une puissance les pousse pour contester le pouvoir. Donc, j'ai raconté toute cette histoire ce soir pour vous montrer que nous devons rester mobilisés. C'est pas parce que un farfelu ou je ne sais pas qui est parti quelque part pour serrer la main d'un autre président que nous allons commencer par nous désespérer. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé, bon, Ferdinand, et voyons, oh, pas voir. J'ai dit, mais attendez, vous êtes dans la lutte politique ou bien vous êtes dans les émotions? On ne met pas les émotions dans la lutte politique. On ne met pas la passion dans la lutte politique. Une chose est certaine, Faure lui-même, il sait qu'il est plus dans la descente que dans la montée. Il le sait mieux que tout le monde. Vous avez vu Blaise Compaoré, il a servi presque toutes les puissances. Le jour où ils ont décidé de le lâcher, ils ne lui ont même pas offert un pays où il va se reposer, il est en Côte d'Ivoire. Kadhafi, il était avec plusieurs puissances. On a vu comment ils l'ont fait. Mobutu a servi tout le monde. Quand ils ont décidé de le lâcher, même la France, où il avait même des châteaux, on ne lui a pas permis de venir se reposer en France. Il a fini ses jours au Maroc. Quand Mobutu a fait décoller son avion, je ne sais pas s'il y a Badolite, sous les balles des soldats de Kabila, et il voulait aller dans d'autres pays. Les autres ont refusé. C'est au Togo, c'est en cours de chemin qu'il a dit aux pilotes d'arriver au Togo. Ils sont arrivés au Togo en catastrophe. Et il y a des gens même qui étaient son ami, ne voulaient pas en réalité le recevoir. Ils sont arrivés en catastrophe au Togo. Et on a vu comment Mobutu, il est mort. Donc, Faure Gnassingbé, il veut jouer le Blaise Compaoré, le proconsul dans la région, le grand timonier qui va gérer les problèmes dans la région. Et c'est comme ça que lui-même, il va tomber dans son propre piège. Donc, nous, la seule chose qui nous reste, c'est de continuer par travailler, de sensibiliser, conscientiser notre peuple, de nous éloigner des batailles qui ne nous importent pas. Moi, je n'ai pas la force aujourd'hui pour aller me battre pour un pays, pendant que j'ai des problèmes dans mon pays. Je vous le dis, quand je le dis, les gens m'attaquent, mais moi, je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas la force pour aller me battre pour un autre pays. La force que j'ai là, je me bats pour le Togo. Le jour où le Togo sera libre, là, je peux regarder ce qui se passe dans les autres pays. Je n'ai pas la force pour dénoncer les Gnassingbé et aller aussi m'occuper d'un autre pays. Les autres ne nous regardent pas. Pourquoi nous les regardons? À la limite, les gens se moquent de nous. Donc, moi, je n'ai pas à disperser mon énergie à m'occuper des histoires qui se passent dans les autres pays. Nous devons récupérer notre propre pays. Quand nous aurons récupéré notre propre pays, nous déciderons de ce que nous voulons en faire. Si nous devons nationaliser nos richesses, on va les nationaliser. Si nous devons coopérer avec les gens, on définira ensemble les conditions dans lesquelles on va coopérer avec X, Y ou Z. Sylvanus Olympio, paix à son âme, de regretter mémoire, s'est battu au Togo. Dimanche, je vous en parlerai. S'est battu au Togo contre la France pour pouvoir construire un port. Il n'y a pas que seulement la question de la monnaie qui opposait la France à Sylvanus Olympio. Il y a d'autres questions, notamment la construction du port autonome de Lomé. La France a voulu bloquer ce projet-là. Sylvanus a contourné la France et allé chercher les Allemands. Il y a les images de la pose de la première pierre, des études de faisabilité. Et le projet même de la construction de ce port était un projet ambitieux. Tous les quartiers comme à Corée-Siwa, tout ça était la zone portuaire. Sylvanus a conçu ce port-là. Et c'est d'ailleurs pour des choses comme ça qu'il a été tué. Faure est venu, où la famille Gnassingbé, ils ont vendu le port français, donc Bolloré et son ami Dupuy-Doby. Quand ils ont fini, quand la France les a supportés jusqu'en 2020 pratiquement, maintenant qu'ils ont quelques petits soucis avec la France, il reprend le même port, il va donner à Poutine. Vous imaginez? Le port pour lequel
Le père de l'indépendance a sacrifié sa vie pour que nous soyons libres. On va le brader aux puissances qui ont tué ce président-là. Et quand on l'a donné à la France, au bout de 35 ans, comme si cela ne suffisait pas, aujourd'hui on le prend, on va aller faire les marchandages en Russie.